Donc on s'est lancé là-dessus. On n'a pas réussi à lever les 1,7 millions. Spoiler. Donc, ah voilà, enfin on savait que vous étiez jeune et puis incompétent. On sera le 10 juin sur la place de l'Europe, en plein centre-ville de Lausanne, pour montrer ce que c'est le street workout et la musculation. Devant tout le monde, il y aura une grosse compétition aussi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère et on se retrouve aujourd'hui pour cette première série d'interviews en partenariat avec le média étudiant Innovation Time, présent à Lausanne, Genève et Neuchâtel. Je regarde par là car il y a l'équipe derrière qui me soutient, c'est vraiment appréciable. Je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Saïf de Stenos. Salut Saïf. Salut ça. Tout le plaisir est pour moi en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh ben, c'est vraiment un plaisir, puis je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu peux peut-être commencer par te présenter, puis présenter le projet Stenos. Alors tu as déjà dit mon prénom, je m'appelle Beji Saïfeddine. Je suis le fondateur de Stenos Movement du coup. Stenos Movement qu'on a créé. À la base j'étais avec deux amis, et puis très rapidement il y a plein de monde qui se sont mis dans le projet, qui ont apporté du coup du leur. Ça nous a permis de trouver un local qui était en corrélation avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire un local multisportif très grand, qui puisse accueillir différents sports qui sont dans le besoin. Moi personnellement je viens du street workout, donc on est en Suisse, à Lausanne, capitale olympique. C'est sur le papier le meilleur endroit pour pratiquer le sport. Dans la réalité c'est un peu plus compliqué. Personnellement j'étudiais à l'EPFL, puis j'ai bougé en HEC. Du coup, j'ai toujours eu accès au centre sportif de l'Université de Lausanne, ce qui m'a permis de pouvoir pratiquer avec des structures, mais qui malheureusement n'étaient pas accessibles en tout temps et comme on le désirait, parce que le street workout était un sport nouveau, qui n'était pas encore fédéré, pas institutionnalisé. Et du coup, on était là, on voulait progresser parce qu'il y avait de plus en plus de compétitions qui venaient en Suisse. C'était une discipline qui était en train de gentiment monter. Et pour participer à des compétitions, il faut avoir un niveau qui soit adéquat. Pour avoir ce niveau adéquat, il fallait avoir accès à des structures qui soient adéquates, sécurisées. Et on a souvent galéré en fait pour s'entraîner, pour performer. Bien qu'en été, du coup, ce soit possible, en hiver, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a la pluie, il y a le froid. Et du coup, on voulait chercher des endroits en intérieur. Moi, étant étudiant, j'avais l'accessibilité aux salles de l'Uni. Les personnes qui n'étaient pas étudiantes, qui faisaient partie de mon équipe, ne pouvaient pas. Donc, en fin 2017, au retour d'un de nos amis les plus proches, qui faisait aussi partie... À la base, en fait, Stenos, ça vient de calisthenics, l'étymologie grecque kalos et stenos. Kalos pour la beauté, stenos pour la force. Donc, calisthenics, ça définit un peu tous les mouvements où tu fais attention à ton corps et tu allies beauté et force. Donc la gymnastique c'est de calisthenics, le street workout c'est de calisthenics, tout ce où tu utilises ton poids du corps aussi c'est du calisthenics. Et souvent tu arrives à te former une structure musculaire qui est adéquate. Donc fin 2017 il revient des États-Unis, un peu le paradis du street workout à l'époque, Los Angeles. Il y avait des salles partout là-bas qui étaient accessibles pour $10. Tu pouvais rentrer, c'était ouvert à tout le monde. En plus de ça, c'était souvent autogéré. Donc ça permettait vraiment d'acquérir en fait l'espace, de s'entraîner. Il y avait des fosses à mousse et tout. Tempest Free Run, s'il y en a certains qui voient ce que c'est, ils tapent au pire sur internet, ils voient ce que c'est. C'est à peu près le copier-coller de ce qu'on fait nous du coup pour Stenos ici. Donc la possibilité d'avoir une accessibilité libre contre rémunération, donc entrée journalière ou alors un abonnement avec des infrastructures du coup, fosse à mousse, street workout en intérieur du coup pour pallier à la problématique du street workout qui se fait en extérieur et qui a de la difficulté de se pratiquer en intérieur, de la musculation parce que ça va ensemble et toute une partie aussi cross training, plus de l'haltéro parce que ça va bien avec la muscu. Aujourd'hui, bien sûr, enfin, il y a des salles qui commencent à monter parce que ce projet date du coup de fin 2017, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on est en 2023, il y a pas mal de choses qui ont changé, mais ça n'a pas encore assez changé, pardon.
Donc lui, il revient des États-Unis avec l'expérience de ce qui s'est passé à Los Angeles. Il vient ici, il a le seum, comme disent les jeunes, de l'activité physique qu'il y a ici en Suisse, à Lausanne. Et lui, du coup, il voulait retourner aux États-Unis pour profiter de Tempest Freerun et tout ça. Nous, nous, personnellement, surtout moi, je me voyais pas aller vivre à Los Angeles. Du coup, je me suis dit, pourquoi on est ici, en Suisse, à Lausanne, on n'a pas accès à ce genre de structure. L'idée a germé de là. On s'est dit, on a essayé du coup de parler avec les villes. Très compliqué d'avoir... C'est faisable, mais c'est très compliqué d'avoir l'accessibilité à ce genre de salle. On s'est dit, tu sais quoi, on est jeune, on peut se lancer, on crée notre propre salle. Et c'est venu vraiment d'un besoin de s'entraîner en intérieur, à l'abri des intempéries et du froid. Et du coup, aujourd'hui, on en est là, à presque avoir abouti le projet. On a hâte, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est la grosse différence, c'est le gros atout que vous allez proposer à Stenos, c'est cet espace intérieur qui permet de pratiquer tout au long de l'année sur des structures sécurisées, etc. Moi, j'ai une question qui me vient, c'est, t'as vu que c'était fait aux États-Unis et ça n'existe pas en Suisse. Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était possible, que tu pouvais envisager, tu te dis, on va créer une salle immense, multisport, une sorte de Disneyland des sportifs, et tu te dis, oui, on peut le faire. Et du coup, tu te lances. Je pense qu'il y avait 2 points. Le premier, c'est que la Suisse reste un pays riche par rapport aux autres pays. Donc, pour nous, c'était pas difficile de trouver de l'argent pour un projet. Donc, on s'est dit, si on arrive à proposer un projet qui soit assez solide, où on peut montrer du coup qu'on est compétent pour créer et surtout faire vivre ce projet, trouver des fonds n'était pas compliqué. En fait, vraiment, c'est ça. On s'est dit, nous, on en a marre, on veut le faire, il n'y a personne qui veut nous aider, on va faire un projet et on va forcer. Et si ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas ici? En fait, c'était vraiment ça. Ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas ici? Alors que la Suisse, on est à Lausanne, capitale olympique, il y a le CIO, il y a le musée olympique, il y a des centres sportifs, mais il n'y a pas ça. Alors on le fait. Ouais. En fait, c'était ça. Ça venait vraiment de... On ne s'est pas posé plus de questions que ça. On s'est dit, tu sais quoi, ça manque, personne ne nous aide, on y va. Ok, ouais, ça se tient. Hein. C'était un peu couillu de notre part, mais c'est cool de l'avoir fait, en tout cas à ce moment-là, sans savoir ce qui nous attendait. Clairement, mais peut-être que c'est mieux de ne pas savoir ce qui attend pour se lancer, justement. Alors je pense que si on m'avait dit toutes les galères qu'il y avait, ce qui est cool aussi, c'est que les gens à l'époque, quand ils nous entendaient parler de notre projet, que ce soit les villes, que ce soit les gens qui nous entouraient, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. Très peu, tout le monde nous a dit, ok, vous êtes jeunes, vous avez du temps, allez-y, foncez. Donc on n'a pas eu de... quelques personnes quand même, peut-être ils nous regardent. Moi, c'est pas vrai, j'ai dit non au début. Donc, il y avait quelques personnes, mais la majorité des gens, soit ils étaient avec nous en se disant, ok, tu sais quoi, moi je vais t'aider, je vais venir dans ton assos. Soit alors c'était les villes, ils nous ont fait, mais c'est trop bien et tout. Et il y avait quand même aussi cette tendance à écouter les jeunes et à se dire, ok, on va essayer de vous aider. Tu as mentionné que tu as commencé des études à l'EPFL et ensuite tu es allé en HEC. Selon toi, est-ce que ça a été utile ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Est-ce que ça a fait que tu en arrives ici aujourd'hui ? Les études, c'est une longue histoire avec moi. À l'époque, j'aurais dit non. Au moment où je pense... j'ai bloqué mes études. J'ai fini mes études. J'ai suspendu mes études en 2017. J'avais fait en plus la haute école de santé parce que je voulais faire physio. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le gymnase, le baccalauréat pour les Français. J'ai eu ma maturité. En maths physique, maths renforcée. J'ai eu d'excellentes notes. J'étais très bon scientifique. La voie était pavée vers les PFL. Du coup, j'ai pris microtechnique. Je me suis pris 2 gros doubles échecs dans la figure. Ce qui te permet de bien te calmer aussi. Parce que j'étais... Ah, mais c'est bon, je suis un génie et tout. Non. Et ça m'a appris du coup que le travail c'était important. Et ensuite, quand je suis passé en HEC,
bah, j'ai appris aussi que ce qui te passionnait était important. Parce que la HEC, bah, c'est bien, j'ai bien géré et tout, c'était cool. Leadership management, j'ai survolé, statistiques, c'était facile pour moi, j'avais des facilités en maths. Mais j'aimais pas ça. Enfin, j'aimais vraiment pas ça. Ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui, ben, ce que j'aimais pas à l'époque, c'était la comptabilité et le droit d'entreprise. Et aujourd'hui, ben, c'est ce que je fais. Donc aussi, ça t'apprend que parfois, il y a des choses que tu aimes pas, que tu es obligé de faire. Et ce que tu aimes, ben, essaye de le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand HEC, je voulais plus, je me suis vraiment dirigé à fond dans le sport. Je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais faire ma carrière sportive. Et à ce moment-là, Stenos, j'ai lancé fin 2017 du coup. J'avais repris les études en haute école de santé parce que je voulais faire physio, parce que je m'étais blessé gravement à l'épaule. Et vu que ma carrière sportive était un peu mise en péril, je me suis dit, tu sais quoi, au pire, si je peux pas m'entraîner, je peux être coach physio. Malheureusement, j'ai pas réussi mes examens d'entrée en physiothérapie. Ici en Suisse, il faut un examen d'entrée qui est psychotechnique, donc c'est même pas sur tes compétences, enfin réelles sur le monde de la santé, c'est vraiment physiotechnique. Psychotechnique, pardon. Bref, donc j'ai enchaîné les échecs. Aujourd'hui, les échecs m'ont permis du coup à rebondir très rapidement. Donc c'est pas grave, enfin, si les PFL ne marchent pas, tu peux aller en HEC, si ça marche pas, tu peux aller à l'ESAV. Donc tu peux très vite rebondir. Et les études m'ont appris à garder un certain pragmatisme. Les PFL m'a vraiment appris à avoir cette méthodologie scientifique dans ma façon de créer mes tâches, de diviser aussi pour certains qui font de la programmation par exemple, ils savent très bien ce que j'entends par voilà, diviser les tâches à vraiment genre à la tâche près, à ce que tu dois faire vraiment avec tes mains. Donc en tant que gestionnaire de projet, ça m'aide énormément. Et ce que j'ai appris vite fait en HEC m'ont permis d'avoir quand même quelques bases sur lequel, ok, comptabilité, je vois ce que c'est, leadership management, je vois ce que c'est. Enfin, ça m'a vraiment permis d'avoir le spectre global sans être un spécialiste, comme certains aujourd'hui le sont. Donc oui, ça m'a aidé. Okay, donc... Et ça m'a aidé d'échouer aussi. Mais après, c'est pour moi. La base. J'encourage pas les échecs. Hein. Mais en tout cas, si on rebondit, c'est cool. Ouais, c'est l'école j'allais dire l'école de la vie, mais c'est un peu trop bateau. Mais c'est vrai que ça t'a appris, je pense, la résilience... ces choses-là. Et peut-être, est-ce que tu as rencontré ton équipe là-bas? Ou enfin tes membres fondateurs? Non, mais certains oui. Enfin, c'est pas des membres fondateurs. Il y en a certains qui connaissent Elio, Avila Munoz, qui est un grand youtubeur aujourd'hui du street workout. À l'époque, il s'appelait Mère Teresa PGM. Je l'ai rencontré en HEC. Il y a Eric, le fameux Flag, qui était en master HEC, du coup, que j'ai rencontré non en salle de musculation, quand il faisait ses drapeaux et puis qu'on lui a dit de venir s'entraîner avec nous. Mais la majorité, je les ai rencontrés à Chaudron, autour d'Impact Street. C'est vraiment là où je les ai rencontrés. D'accord. La majorité. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as réalisé que tu étais entrepreneur? Non. Et moi, j'aime pas trop le terme entrepreneur. À l'époque, j'étais un peu contre ça. Enfin, parce que je trouve qu'il y a le terme entreprendre dedans. Et entreprendre, ça veut pas dire réussir. Enfin, ça veut dire, oui, tu entreprends, mais tout le monde entreprend. Donc, tout le monde est au final un petit peu entrepreneur dans sa vie, quel que soit le domaine. Mais c'est vrai que la définition aujourd'hui qu'on met à l'entrepreneuriat, c'est l'aspect où on a une idée, on la consolide, et ensuite on essaie de la faire vivre. Mais moi, je suis de l'optique, c'est pas tu essayes de la faire vivre, c'est tu fais en sorte de la faire vivre. Et c'est pour ça que entreprendre, enfin, je me considère pas comme un entrepreneur, parce que moi j'ai envie que mes idées, enfin je suis pas en train d'entreprendre, je suis en train de faire en sorte que. Ouais. Donc je me suis jamais considéré comme entrepreneur, mais on m'a souvent dit t'es un entrepreneur Stenos. Du coup, je rentre dedans quand même. Je vois la différence et c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue. Ouais. De faire la différence entre celui qui essaye et celui qui fait en sorte que, comme tu dis, c'est peut-être un peu ténu, mais ça fait une grosse différence en fait. Après, c'est une question de mindset. Enfin, après, il y en a qui arrivent très bien en étant entrepreneur. Ça s'appelle même serial entrepreneur, c'est ceux qui réussissent à ouvrir plein de trucs. Mais du coup, je verrais ça comme serial achiever. Enfin, si on prend l'anglais. Donc, vu que ça vient de là, entrepreneur, achiever. J'utiliserai ce terme. Plus juste. Ouais. Intéressant. Ouais. Et donc, tu as parlé brièvement déjà de ton équipe.
Mais je pense que comme moi, au stade où j'en suis, où j'ai formé une petite équipe, c'est vraiment quelque chose de crucial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de... Bon, on sait déjà comment ça s'est fait autour du street workout. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça t'a apporté, comment tu as choisi ton équipe J'ai beaucoup évolué en plus de 5 ans, assez durement. Beaucoup diront que la partie la plus compliquée en fait dans un projet, c'est de gérer une team. C'est la partie RH. D'ailleurs, c'est pour ça que les ressources humaines, c'est toujours la partie qui est très compliquée. Enfin, il faut jouer avec le... En plus, dans mon cas, la majorité sont bénévoles. Ils sont ici, ils adhèrent à la vision, plus ou moins. Ils sont plus ou moins communicatifs. En plus, dans le temps, ça change. Donc, c'est encore plus difficile que si tu payais ta team. Et du coup, ce qui a compliqué la tâche, c'est qu'au début, j'acceptais tout le monde. Vraiment. J'en parlais partout. Ça a permis aussi à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. J'en parlais beaucoup partout et chacun a apporté du coup sa petite pierre à l'édifice. En disant ouais, moi je fais pas du street, je fais du tricking. Ce serait cool d'avoir ça dans ta salle. Moi je fais du foot, ce serait cool d'avoir ça dans ta salle. Et ainsi de suite. Les deux personnes avec qui je me suis posé, c'est Alex Kamanda, celui qui était aux États-Unis, à Los Angeles, qui est revenu et qui m'a donné vraiment cette inspiration de pourquoi pas prendre ce qu'il y a là-bas et le mettre ici, en mieux du coup, pareil. Et Douli, il s'appelle Abdullah, qui est aujourd'hui, il a réussi ses études et tout. Il travaillait en fait, il voulait devenir éducateur social, donc travailleur de rue, pour aider les jeunes à s'en sortir, surtout les délinquants ou ceux qui ont des problèmes familiaux. En fait, on s'est retrouvés les trois autour de la table parce que Abdullah avait créé le parc de street de Renan, celui d'en bas, pour ceux qui voient ce que c'est à côté de la gare de Renan, c'est le premier parc, et en fait il avait les étoiles dans les yeux, parce qu'il avait réussi justement à monter, on peut appeler ça aussi un entrepreneur, un achiever, parce qu'il a réussi. Donc lui il a fait un dossier, il a forcé alors qu'il n'avait aucun background, aucune compétence, il a fait un parc de street, ça a très bien marché. Et du coup pour lui il voulait faire la même chose, mais cette fois-ci en plus grand, créer un centre dans lequel tous les jeunes ils peuvent venir. Alex, qui a fait du coup le lien entre lui et moi, m'a appelé et m'a dit écoute, je connais quelqu'un qui a un projet dans lequel tu peux intégrer ton projet de street workout en intérieur. On s'est dit bah pourquoi pas, on s'est posé, il y avait un éducateur social qui était là, David Bernier, celui de Renan, et du coup à 4, enfin lui il était beaucoup plus âgé que nous, mais c'était un peu le papa de Douli, et bah c'est parti de là. On s'est posé, on a dessiné des plans que j'ai encore. Et du coup, le projet initial, c'était vraiment de construire du coup, un centre sportif sur 3 étages parce que j'étais pas d'accord avec Douli. C'est que lui, il voulait absolument avoir des terrains de foot en intérieur. Moi, je voulais du coup mon parc de street workout en intérieur. Ça marchait pas très bien, donc on a fait 2 étages. Un étage du coup pour tout ce qui est éléments gymnastique, street workout. Un étage plus foot et sport de basket et sport d'équipe. Et on s'est dit, ben, tu sais quoi, c'est cool d'avoir un endroit pouf. Donc on a fait un 3e étage où on mettait un bar lounge. Avec du coup tout est vitré, pour ceux qui se rappellent. Donc tout est vitré pour qu'on puisse avoir la magnifique vue qu'on a ici du lac Léman à Lausanne. Et on est parti là-dessus. Tout le monde a dit let's go. J'en ai parlé à gauche, à droite, j'en ai parlé à mes meilleurs amis. Ils ont dit ben, tu sais quoi, nous on est chaud. Un de mes meilleurs amis d'à l'époque, il était là, il était beaucoup plus terre à terre. Hein. En plus il était architecte. Du coup il a fait écoute, c'est un peu compliqué ce que tu proposes, mais tu sais quoi, fais-le plutôt comme ça. Il a dessiné les premiers plans. J'avais un ami qui était en HEC du coup qui a fait les premiers plans financiers et puis ainsi de suite. En fait on a vraiment créé ce projet là de fil en aiguille. Beaucoup de monde a adhéré au projet entre décembre 2017 février 2018. Février 2018 on est tombé sur la halle Cébéillon à Malais. On s'est dit ben tu sais quoi, on fonce dedans. Au même moment on a fait une demande du coup à HEC Accelerator, qui est un accélérateur de projet à l'époque, aujourd'hui c'est le hub, d'avoir un soutien. La présidente était un peu mitigée parce que habituellement pour lancer un projet il faut d'abord être éduqué à le faire, enfin vraiment voilà, savoir de quoi on parle. Et moi j'étais plutôt d'avis on forge en tapant, c'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'étais pas d'accord, je voulais le faire. Il y en avait, ça a divisé un peu l'équipe du coup à ce moment-là, parce qu'on était 25 début mars à peu près. Ouais 25 c'est ça. C'était un bon chiffre. C'est une grande équipe. C'était une grande équipe. Pour quelqu'un en plus qui n'avait pas d'expérience. Donc, on se pose et là, du coup, elle a été très cool, la gérante du coup d'HEC Accelerator, parce qu'elle a fait, vous savez quoi, gardez votre projet, parce qu'elle n'était pas d'accord du coup, et moi, je peux vous aider, et puis au final, on fait en même temps. On fait en même temps les trucs. Et du coup, on était hyper chaud, donc ça a rallié tout le monde.
On a monté notre association Stenos Movement avec 25 membres. Ils m'ont voté président à ce moment-là, alors que c'était pas vraiment ce que je me voyais. Moi, je me voyais plutôt communicant. On m'appelait d'ailleurs le porte-parole du projet parce que c'est vrai que je parle beaucoup. C'est pour ça que tu es là. Oui, et du coup, il fallait... en fait, je me voyais pas gérer une telle équipe. Du coup, mais après voilà, c'est vrai que l'idée c'est moi qui l'ai lancée, c'est moi qui en ai parlé à tout le monde, c'est moi qui ai rassemblé tout le monde. Tout le monde me connaissait, mais ils se connaissaient pas forcément entre eux. Donc ça permettait à ce qu'il y ait un pilier central sur lequel tout le monde tournait. On avait créé du coup une hiérarchie plate qui s'est pété la gueule plein de fois parce que ça marche pas. Et arrivé Covid, enfin on fait un fast forward, hein. Est arrivé Covid en 2020, donc 3 ans plus tard. En 3 ans, on a réussi à gagner les auditions contre les CFF. Ça, c'est ce qui s'est passé du coup en 2019 lors de l'ancienne interview. On venait de réussir à signer le contrat de bail, gagner les auditions, signer un contrat de bail. Dans l'optique qu'en 2020, on commence des travaux pour une ouverture fin 2020, début 2021. Il y a eu Covid, ça a tout chamboulé, ça a bien tapé dans le moral de l'équipe aussi. Parce que c'est arrivé, projet sportif, ça marche pas. Covid et projet sportif, ça allait plus ensemble. On n'a pas levé l'argent qu'on voulait. On a quand même lancé un crowdfunding au moment de la levée des restrictions le 11 mai 2020. On a lancé le 14 mai, le crowdfunding. 67 000 francs levés en un mois, ce qui était incroyable. On a très bien communiqué. Et du coup, après, il fallait lever. À cette époque-là, on était une grande équipe, donc. Bon, il y avait une partie qui était partie à cause de Covid. Il y en a d'autres aussi qui ont... ils suivaient plus. Ah, le street, c'est pas mon sport. Ah, le truc. Donc, voilà, ça a fluctué, forcément. Et t'as 25 personnes, ça fluctue. Et du coup, on s'est retrouvés en été 2020. Donc, entre deux vagues de Covid. La moitié de la population était presque sûre que Covid, ça allait rester à vie. Donc, on avait un devis à 1,7 million à lever pour tout le projet. Parce que du coup, il fallait tout qu'on construise nous-mêmes. On a récupéré une halle des CFF. Brut, il fallait tout qu'on construise, qu'on aménage avec toutes les idées qu'on avait à la base. Donc c'est passé de 3 étages à 1500 mètres carrés, mais dans 1500 mètres carrés, il fallait qu'on mette un peu toutes les idées qu'on avait au départ. Bon, le foot, on l'a laissé tomber, hein, désolé Doubi, mais c'était de toute façon un product pipeline qu'on pouvait faire. Donc venez, on commence avec juste 1500, mais c'est vrai que vu qu'on visait haut, 1500 ça semblait accessible, et c'est ça aussi... Pourquoi est-ce que on était un peu la face voilée, c'est qu'on s'est dit, tu sais quoi, en fait, c'est plus facile que ce qu'on voulait à la base. Donc on s'est lancé là-dessus. On n'a pas réussi à lever les 1,7 million. Spoiler. Donc on s'est retrouvé fin 2020 avec les CFF à dos en mode, faut ouvrir maintenant, on s'en fout de Covid. Faut monter votre chantier. On avait une équipe du coup un peu affaiblie parce que forcément, Covid, il y a des gens ici. Ouais, écoute, moi je vais plutôt avoir mon travail. Déjà, j'ai eu du mal à le garder et tout. Et du coup, avec juste le crowdfunding, avec le peu d'équipe qu'on avait, on devait lancer le chantier. Puis on s'est mis du coup avec nos propres mains dedans. Grâce à toutes les personnes qu'on connaissait et tout, on a eu des professionnels qui sont venus nous aider, qui étaient dans le sport aussi. Donc ils avaient aussi de l'intérêt. Et c'est là aussi ça a changé, vu que ça devenait de plus en plus réel. On a de plus en plus attiré des gens qui avaient vraiment de l'intérêt avec le projet. Et ceux qui étaient là au départ pour l'idée, au final, quand l'idée elle se concrétise, ils sont un peu moins « Ah ouais, mais c'est pas exactement ce que je voulais ». Donc il y a eu cette transformation-là aussi au fil du temps. Et à chaque fois, la galère. Parce que ça permettait aussi à ce que... en fait, ouais, ça fait effet entonnoir. La galère décourage les gens. En plus, ils se remettent en question parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est pas ce qu'ils avaient signé, même s'il n'y a pas eu de signature. Enfin, au départ, ils étaient là en mode pour le projet peut-être général. L'idée, mais le jour où il faut venir et construire ton mur, il y a moins de gens. Donc ça a rechuté. Puis après, on a eu des personnes hyper motivées pour venir construire le truc. Et on en est là aujourd'hui, avec du coup la majorité des gens qui sont venus et qui ont vraiment contribué avec leurs mains et avec leur argent aussi au projet. On se retrouve aujourd'hui avec 14 personnes dans l'équipe. Ça a fluctué de 25, c'est tombé à 10... C'est remonté à 19. À un moment, on était 3. Gros coup dur. Et puis après, du coup, ça remonte petit à petit. Mais j'ai jamais été seul dans le projet. J'ai toujours été accompagné, de près ou de loin. Les anciens étaient toujours là. Quand j'ai parlé de 3, c'était 3 personnes effectives qui étaient là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens qui ont soutenu de loin, comme de proches. Et on n'oublie pas aussi tous ceux qui ont donné
à fond et qui sont plus là aujourd'hui, pour des raisons ou une autre, mais qui ont contribué en tout cas de l'idée à la conception du projet. Ok, et qu'est-ce qui, justement, quand vous étiez plus que 3, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné de la force pour continuer à rien lâcher, même s'il y avait 3 personnes effectives et qu'il y avait d'autres personnes qui gravitaient autour du projet? Pourquoi à ce moment-là tu t'es pas dit, bon, faut peut-être arrêter les frais, on arrête? Parce qu'on avait une promesse. Enfin, on avait une promesse. On avait dit qu'on allait le faire, et puis du coup, il fallait le faire au bout d'un moment. Moi, je fais très attention en fait à la parole, parce qu'au final, c'est la seule chose qu'on a vraiment en fait, c'est la parole. Si je te dis aujourd'hui, écoute, tu peux compter sur moi, je te fais ça, ben, si tu le fais pas, t'as plus de valeur, enfin, tu perds en valeur, t'as peut-être pas plus de valeur, tu perds en valeur, on te fait moins confiance. Et on a promis de le faire, et il y avait beaucoup de gens, et en plus, en fait, à chaque étape validée aussi, ça t'empêche de revenir vers l'arrière. On a validé le crowdfunding, les gens ont contribué de l'argent, ils attendent de voir, ils ont mis de l'argent dans ton projet, pendant Covid, il n'y avait rien, ils ont posé de l'argent. Aujourd'hui, ils veulent voir ça s'effectuer, donc, il faut le faire, en fait, il faut juste le faire. Et souvent, quand les gens te voient le faire, ils se disent, bah, tu sais quoi, en fait, ouais, je peux l'aider. Enfin, et c'est vraiment ça. J'ai toujours été entouré aussi. Je pense que c'est le deuxième point. C'est que même si j'avais que 3 personnes effectives avec moi et on s'est dit, bon, tu sais quoi, les gars, on a perdu du monde, c'est pas grave, on continue. Ça permet à ce que les gens qui gravitent autour, ils se disent, bon, tu sais quoi, je peux peut-être l'aider aussi un petit peu encore. Je peux peut-être l'aider un petit peu, pas comme ça. Peut-être je peux pas venir, mais peut-être je peux l'aider financièrement. Peut-être je connais quelqu'un qui peut l'aider. Voilà, il y a toujours moyen en fait. Il y a toujours une solution. C'est beau. Ouais. C'est admirable, je pense, vraiment d'avoir rien lâché. Du coup, on a parlé brièvement du fait que tu avais moins de monde à un moment, mais du coup, quelle a été ta plus grosse galère? Si on devait en sortir une. J'ai une petite idée, mais peut-être que tu vas... Grosse galère, genre, on en a eu beaucoup. Je pense, en vrai, je dirais Covid. Covid, c'était galère. Parce que fallait tenir un projet qui était mort aux yeux du monde. Enfin, vraiment, ça faisait du coup, depuis 2017, fin 2017, donc en disant 2 ans, 2018, 2019, 2020. T'arrives là, tu dis, ok, on a fait un giveaway, on avait on avait tout préparé, et on vient, on dit, c'est confiné, le sport, c'est mort. Ça, c'était un sacré coup dur. Tenir les gens et les motiver, et puis en plus garder une communauté, la faire grandir à ce moment-là, c'était, je pense, le plus gros challenge qu'on a eu. Et ça a peut-être facilité aussi le fait que, ben voilà, lever 1,7 million, même si j'étais peut-être le seul actif à ce moment-là pour les trouver, parce que j'étais la personne qui savait le mieux le faire, j'ai pas réussi. Ça semblait moins grand. On a perdu quand même des éléments clés, des personnes clés du projet qui d'un coup se disent, bon, bah, tu sais quoi, moi je suis plus chaud. Et bah, on fait comment? Et puis c'est vrai, t'as pas signé, donc tu te retrouves tout seul. Je pense, oui, en fait, je dirais pas le moment de galère, je dirais l'année la plus galère, c'était 2020. Parce qu'il y a eu Covid, puis il y a eu bon, on n'a pas réussi à lever l'argent. Et puis t'as les CFF qui commencent à dire, à part ça, les autres, ils ont déjà commencé leur chantier. Vous en êtes où, Stenos? Ah, voilà, enfin, on savait que vous étiez jeune et puis incompétent. Et en plus de ça, du coup, tu perds la moitié de ton équipe. Et en plus de ça, tu te retrouves, du coup, je me souviens, genre, parce qu'on a, du coup, eu les locaux pour commencer les travaux. Et on était là, on était assis, puis on fait quoi? On ne sait pas quoi faire. Et il fallait trouver des solutions. Et puis ça, pour moi, je pense que c'était la plus grande galère. Et ça a permis à ce que toutes les autres suivantes, si on a passé ça, pourquoi pas passer la suivante? La galère d'aujourd'hui avec les CFF, elle est moins grande, on va dire. Okay. Elle est plus facile à gérer, parce qu'il y a des étapes. 2020, on ne savait pas quoi faire. Enfin, il fallait inventer des étapes, en fait. Il fallait inventer des étapes. C'était galère, là, 2020. Ouais. Au milieu du grand hangar, pas savoir par où commencer, quelle étape faire, est-ce qu'il faut continuer. Ça a vraiment dû être un moment pas évident à gérer. Ok, mais si on passe sur les côtés plus gais, quelle a été votre plus grande victoire, le moment dont vous êtes le plus fier durant ce projet?
c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Parce qu'à chaque fois, genre, j'ai l'impression que... En fait, à chaque fois, je suis déçu. Parce que la plus grande victoire qu'on a eue, c'est quand même lever 67 000 francs en un mois, dans une période impossible. Et c'était galère. C'était galère. On était une petite poignée à vraiment vouloir pousser le truc. 2 semaines avant la fin, en plus, là, il y a des gens qui étaient ah, c'est mort, c'est pas possible. Parce qu'on avait mis en fait le palier à 60 000. Ok. Et on n'avait pas même mis de palier intermédiaire. Et si vous faites un crowdfunding, mettez un palier intermédiaire, ça vous permet d'avoir en fait l'argent. Parce que si t'as pas 60 000, tu perds tout l'argent que tu as accumulé, même si tu as 59 000 francs. Donc tu perds tout. Il fallait dépasser la barre des 60 000. Et en plus, si tu as 60 000, tu as 10% qui partent à la plateforme. Donc tu n'as pas vraiment 60 000. Donc il fallait avoir 60 000 et plus. Et on l'a fait. Et ça, c'était une sacrée victoire. C'était une sacrée victoire. Mais je pense le truc dont je suis le plus fier, mais que je réalise peut-être pas encore aujourd'hui, c'est d'avoir tout fait à la main. On a tout construit à la main. Ça a pris du temps, c'était galère, mais on a tout construit à la main. À part l'électricité, la ventile et le sanitaire, sinon je vais me faire taper dessus. Parce que ça t'as pas le droit de le faire toi-même. T'as des normes, c'est des entreprises, on a dû payer cher. Mais tout le reste, on l'a fait à la main. Tout ce qu'on pouvait le faire, on l'a fait. Ouais. Je pense j'essaierai d'être là, je serai là même pour l'ouverture. Donc on va filmer tout ça le jour J. Ce sera trop beau. Ça va être magnifique. Et ce sera l'occasion de contempler l'envers du décor, enfin non, même plutôt la face émergente de l'iceberg plutôt. Ouais. Puis constater l'étendue du travail qui a été fait, parce que c'est monstrueux. Donc c'est vrai que je comprends que tu dises que c'est une des plus grandes réussites. Déjà félicitations pour ça, et on a hâte d'aller voir Merci. Le jour de l'ouverture. Ouais. Bah justement, moi j'avais dit que j'étais pas le plus mieux placé, c'est pas français, mais c'est parce que j'ai pas encore fini. Et comme ma mère dit toujours, c'est tant que t'as pas fini, c'est pas fait. Salut maman. Ça se tient. C'était super intéressant de voir là où vous en êtes arrivé. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Donc en théorie, en quelque sorte, le toi de 2017. C'est un conseil que je dois donner pour quelqu'un qui veut réussir vraiment. C'est de trouver quelque chose qui a vraiment besoin d'être changé. Si tu trouves quelque chose qui a vraiment besoin d'être changé, même dans les moments les plus difficiles, bah t'arrêteras pas parce que c'est pas fini, enfin t'as pas fini de le changer. Donc trouve quelque chose qu'il faut changer, qui te tient vraiment à cœur, et tu t'arrêteras jamais, parce qu'à ce moment-là, même si ton idée marche pas, genre imaginons on n'ouvre pas, ok, ça va pas bloquer le mouvement, on va quand même continuer, on va chercher notre salle, on va recommencer, on va faire en sorte que... Et je pense que c'est ça, ce que je dirais, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais trouver une idée, c'est facile. Tenir l'idée sur le long terme, c'est plus dur. Et je pense que c'est ça, ce truc de 5% des startups qui se lancent, qui réussissent. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu ramasses des murs. Puis si ton idée, elle n'est pas vraiment solide. Nous, vraiment, ce qui nous a fait tenir, c'est cette... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est cette colère de pourquoi on en est là et ça ne change pas. Aujourd'hui, je suis quasiment trop vieux pour faire ce que je voulais faire il y a 5 ans. Mais je me dis, ben, ça n'a pas changé pour les jeunes. Donc, autant que si c'est pas pour moi, ce sera pour les jeunes. Et puis, on va faire en sorte que... Enfin, vraiment, c'est ça. L'idée, enfin, le conseil que je donnerais, trouver une idée qui mérite d'être changée. Enfin, qui mérite d'apporter un changement. Quelle que soit l'idée. Pour laquelle on est prêt à se battre sur la longueur. Ouais. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Enfin, après, l'idée, ça peut être... La tienne, c'est peut-être ça. C'est peut-être de pouvoir proposer aux gens une immersion des entrepreneurs, du coup, de la région et plus, pour que ce message il puisse être divulgué et que les gens puissent savoir, ah ok, donc c'est possible. Ça, c'est quelque chose qui peut-être mérite d'être répandu. Mouvement, ouais, voilà, c'est ça. Je pense aussi. Ouais. Est-ce que tu pourrais décrire ton expérience entrepreneuriale en 3 mots? Ne jamais lâcher. J'ai jamais lâché. Ouais. Parfait, ça fait 3 mots. Oui, c'est juste. En plus, je faisais le calcul aussi. Ne jamais lâcher, ouais. Ne jamais lâcher, ouais. À l'époque, je disais toujours faire plus que ce qu'on attend de toi, toujours faire plus.
que ce qui est, que ce qu'il y a à faire, toujours faire plus. Ça permet de te crédibiliser et de vraiment gagner cette endurance-là, de ne jamais lâcher. Mais ne jamais lâcher, c'est ce qu'il faut. Ce serait ces 3 termes-là. Ouais, parfait. Et ensuite, y a-t-il un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu admires, que tu aimerais recommander? Je vais en choisir un. Ouais. À l'époque, quand je lançais ce projet, c'était Simon Sinek. D'accord. Il a fait des livres, il a fait pas mal de conférences. J'adorais son idée. Mais vraiment aujourd'hui, si je dois prendre un entrepreneur, bon, c'est un peu un gangster, ok, c'est Nipsey Hussle. C'est, pour ceux qui connaissent, donc c'est un rappeur qui voulait faire sortir toute sa communauté de la rue. C'est un rappeur américain, du coup noir, forcément. Il faisait partie d'un gang. Et du coup, il a vraiment essayé de tout changer pour sa communauté, parce que lui, il voulait pas justement que cette vie de gang soit donnée justement à la suite, laisser un héritage. Et dans toutes ses chansons, dans toutes ses interviews, il parle justement de l'héritage qu'il veut laisser, que le fait que la vie c'est un marathon, que tous ces... Ben d'ailleurs, c'est ces 3 mots, The Marathon Continues. Donc Ok. c'est vraiment, ça s'arrête jamais. C'est une des musiques que je préfère de cet artiste. Et du coup, il a vraiment inspiré beaucoup de monde. Il m'a beaucoup inspiré dans les moments les plus durs, parce que ben, forcément tu essaies de chercher qu'est-ce qui peut t'inspirer. Son histoire est incroyable, sa fin est triste. Je laisserai aux gens du coup, le loisir d'aller voir cette personne. Sa fin est triste, mais du coup aujourd'hui ça continue, en tout cas son idée continue. Puis sinon il y a Steve Harvey, le chauve avec la grosse moustache, Ouais. qui a une histoire aussi passionnante et qui lui aussi avait ce truc de si tu penses que t'en as assez fait, fais-en plus. Enfin, c'est aussi lui qui m'a beaucoup inspiré sur ce truc. Que tu sais quoi, tu sais jamais. Peut-être que jusqu'à tes 40 ans, tu vas faire que des échecs. Puis après, tu vas faire la réussite qui va te faire réaliser tous tes rêves. Donc voilà, j'en ai cité 3, chacun dans un domaine différent. Simon Sinek dans le leadership et management, Nipsey Hussle dans la partie artistique, mais qui a vraiment le gars qui part de la rue et qui arrive à faire quelque chose de grand, alors qu'on le prévoyait rien. Puis Steve Harvey qui est passé de tout en bas à tout en haut, mais qui a une histoire aussi que tu peux suivre. Enfin vraiment, donc c'est vraiment quantifié, parce que tu sais jamais. Ouais. Si vraiment c'est vrai, est-ce qu'il est vraiment genre été SDF dans sa voiture? Mais lui vraiment, il y a des récits, il y a des gens qui ont témoigné et tout. Donc il a vraiment parti de rien. Et aujourd'hui vraiment c'est un gars qui est incroyable, je trouve. Et puis en plus, ben voilà, les 3 croient aussi en une entité supérieure. Moi aussi je crois en une entité supérieure. Pour moi, donc ça m'a permis aussi d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ok, bah je vais aller checker tout ça. Ouais. Parce que ça a l'air super intéressant. Je connais que Steve Harvey Ouais. dans la liste. Simon Sinek, il est vraiment bien. Ouais. Il a 3 bouquins, 2. Moi j'en ai lu 2. Le Leader Eat Last, vraiment bien. Ça t'apprend de vraiment parler en dernier, de vraiment laisser les autres contribuer à ton projet. Et puis Always Start with Why. Ouais. Et ça c'est un des premiers livres que j'ai lu justement en lançant Stenos. Et d'ailleurs j'ai le cercle doré dans une de mes PowerPoint sur le pourquoi je fais ça. Ok. Magnifique. Dernière question. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de podcast ou en fait n'importe quel média que tu suis, que tu recommandes? Bah, du coup, Ouais. Simon Sinek. Parce que vraiment, enfin, c'est cool parce qu'il a aussi une vision idéaliste qui est trop bien. Et ça peut permettre, en tout cas moi ça résonne bien avec moi, ce truc vraiment de famille où on est vraiment, enfin, on se bat tous ensemble pour la même cause. Il prend beaucoup en exemple l'armée. Sinon, une suite de podcasts que j'adore, c'est Inside Quest, mais avant c'était Impact Theory. Comment? Tom Bilyeu. Tom Bilyeu. Tom Ouais. Bilyeu. Très bon. Orateur. Voilà, intervieweur, parce que oui, orateur, du coup, c'est plutôt ceux qui viennent Ouais, c'est vrai. et qui parlent, mais très bon intervieweur. Après, pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, classique, Valuetainment. Patrick Ben Darvis, je crois que c'est comme ça, il va me taper. Mais lui, il est incroyable. Il donne des cours, c'est gratuit,
Il a interviewé Kobe Bryant, qui a une histoire inspirante. Tim Grover, qui a une histoire inspirante aussi, qui était du coup le coach de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Donc, coach de Michael Jordan, du coup une tête brûlée comme Michael, être son coach pendant 15 ans, c'est quelque chose. Tim Grover aussi, c'est incroyable. C'était Relentless, son bouquin, il est oufissime. Je crois que j'en ai entendu parler. Ouais, alors, ouais. oufissime. Et je l'ai lu au moment où on n'était que 3. Relentless, ça suit un peu ma... En fait, c'est cool parce que souvent, le fait de juste chercher par rapport quand on est dans le besoin, on tombe exactement sur peut-être cette entité supérieure, nous fait tomber exactement sur ce qu'on cherche à ce moment-là. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont alignées comme ça. Magnifique. Je pense que je vous ai donné un petit... Patrick... comment il s'appelle Jordan Peterson, très bon aussi, mais peut-être dans l'aspect philosophique. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu, parce que je pense qu'on pourrait continuer à discuter pendant des heures. Ouais, je pense. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était vraiment plaisant de t'avoir parmi nous, puis d'avoir ton expérience de marathonien, si je peux dire. Ouais. T'avais peut-être une annonce à passer ou quelque chose Oui, du coup, on sera le 10 juin sur la place de l'Europe, en plein centre-ville de Lausanne. Ça nous permettra de revenir aussi sur le devant de la scène, parce que c'est vrai que cette interview-là, c'est le premier vrai interview que je fais depuis longtemps. Je suis resté un peu dans ma grotte à construire ma propre salle. Et du coup, ce serait cool aussi de pouvoir faire une porte ouverte pour les gens qui veulent venir checker un peu ce que c'est Steno et tout ça. On verra. Mais en tout cas, on se retrouvera sur la place de l'Europe avec un stand Stenos pour parler du projet. S'il y a des personnes qui veulent avoir des questions, on pourra montrer ce que c'est le street workout et la musculation devant tout le monde. Il y aura une grosse compétition aussi. Et puis, je croise les doigts pour que cet automne, ce soit la bonne. Cet été, il semblerait qu'on ait une audience qui soit favorable en notre faveur pour l'ouverture. Magnifique. Si tout va bien. Je serai là alors. C'est avec plaisir. Et ben encore, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment cool. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Innovation Time qui nous a proposé les locaux et un gros soutien technique. Donc merci à eux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview. Salut! Nickel. Je pense que cette fois-ci, on a dans la voie.